Allez, bienvenue, c'est la dernière ligne droite avant les partiels de droit des contrats. Aujourd'hui, on se fait une session de révision, mais une session efficace. On va décortiquer ensemble les points qui comptent, les pièges classiques et surtout la terminologie, le petit détail qui va vraiment faire la différence sur la copie. Alors prêt? On se lance? S'il y a une seule chose, un seul article à graver dans sa mémoire, c'est celui-ci. C'est le cœur du réacteur, le principe de la force obligatoire du contrat. En clair, un contrat, ce n'est pas juste une promesse en l'air. Non, c'est une véritable loi que les parties créent entre elles. Si on a compris ça, on a compris l'essentiel. Du coup, le réflexe à avoir face à n'importe quel cas pratique, c'est de partir de là. Les parties sont liées parce qu'elles ont signé, comme si c'était une loi. C'est vraiment la clé qui ouvre toutes les portes de l'analyse juridique. Ok, on attaque direct avec un premier point qui est un piège ultra classique, la nature de l'obligation. La question est simple, en apparence. Est-ce que la personne s'est engagée à faire de son mieux ou à atteindre un objectif précis? C'est toute la différence entre l'obligation de moyens et l'obligation de résultat. Alors, regardons ça de plus près. D'un côté, on a l'obligation de moyens. Là, on promet de tout mettre en œuvre pour y arriver, mais sans garantir le succès final. L'exemple parfait, c'est le médecin. Il s'engage à nous soigner avec toute la science et la diligence possible, mais il ne peut pas promettre à 100% la guérison. Et de l'autre côté, l'obligation de résultat. Là, c'est différent. On s'engage à livrer un but précis. Pensez au livreur de colis. S'il n'y a pas le résultat, eh bien l'obligation n'est pas remplie. Point. Prenons ces exemples concrets. Un contrat de vente ou un contrat de transport, c'est une obligation de résultat. Le vendeur doit livrer l'objet, le transporteur doit l'amener à destination. C'est du binaire, soit c'est fait, soit ça ne l'est pas. Mais le contrat médical, c'est une obligation de moyens. La question à se poser, c'est pourquoi? La réponse tient en un seul mot, l'aléa. Il y a une part d'incertitude, quelque chose que le médecin ne maîtrise pas, ce qui rend la garantie d'un résultat impossible. On passe à un autre sujet capital, l'équilibre du contrat. Surtout, et c'est là que ça devient intéressant, quand on a une partie forte et une partie faible, typiquement le consommateur face à un professionnel. C'est là qu'entre en jeu la notion de clause abusive. Pour que ce soit bien clair, on va suivre un petit cas pratique, celui de Colin. C'est un grand classique. Colin achète un téléphone en ligne, il accepte les conditions générales de vente, il paye, mais voilà. Le colis, expédié par le vendeur, se perd et n'arrive jamais. Face à la réclamation de Colin, évidemment, le vendeur récyclable sort son bouclier, ses conditions générales. Et dedans, il y a cette clause. En gros, leur argument, c'est « Désolé, une fois le colis parti de chez nous, ce n'est plus notre problème, c'est celui du transporteur. » Alors, la grande question qu'on doit se poser, est-ce que ça tient la route juridiquement parlant? Est-ce que Colin a vraiment tout perdu, son argent et son téléphone? Eh bien, la réponse, et c'est un des piliers du droit de la consommation, est non. Et on va voir pourquoi. C'est ici qu'on dégaine la notion de clause abusive. La définition est importante. C'est une clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations au détriment du consommateur. En d'autres termes, elle avantage beaucoup trop le professionnel. Et la sanction est radicale. La loi dit que cette clause est réputée non écrite. C'est comme si on la gommait du contrat. Pouf, disparu. En plus, ça touche un autre principe fondamental, l'effet relatif des contrats. Le contrat, illicoline est recyclable. Le transporteur, lui, est un tiers à cette relation. Recyclable ne peut donc pas se défausser de son obligation principale, la livraison, sur le dos de ce tiers pour échapper à sa responsabilité. C'est précisément ça qui rend la clause abusive. Allez, on avance. On a vu la formation, l'équilibre. Parlons maintenant de la vie et de la fin du contrat. Comment un contrat se termine-t-il? Et là, attention, l'émotion hyper importante, la précision est essentielle. En gros, il y a deux grandes familles de contrats selon leur durée. D'abord, le contrat à durée déterminée, le CDD, il a une date de fin, un terme, et en principe, on doit aller jusqu'au bout. Et puis, il y a le contrat à durée indéterminée, le CDI, lui, il n'a pas de date de fin programmée. Pensez à un abonnement Netflix ou à votre forfait de téléphone. Chacun peut y mettre fin quand il veut, à condition de respecter un préavis. Et attention au vocabulaire. Le mot juste, le mot précis pour mettre fin à un contrat comme un abonnement, un CDI, c'est la résiliation. Ce qui est crucial à comprendre, c'est son effet. La résiliation ne vaut que pour l'avenir. On n'efface pas le passé, on ne revient pas sur ce qui a déjà été payé et utilisé. Mais alors, que se passe-t-il quand l'une des parties ne fait pas ce qu'elle a promis? On a dit que le contrat était la loi des parties. Logiquement, si cette loi n'est pas respectée, il doit y avoir des sanctions. C'est la conséquence directe de la force obligatoire. Le Code civil, dans son article 1217, met à disposition de la victime toute une boîte à outils de sanctions. Elle peut suspendre sa propre obligation, par exemple arrêter de payer, elle peut forcer l'autre à s'exécuter, obtenir une réduction du prix, ou carrément mettre fin au contrat, et là attention on parle de résolution, et bien sûr demander des dommages et intérêts. Il faut noter que certaines de ces sanctions peuvent se cumuler.
On arrive maintenant au point qui est sans doute le plus technique, mais aussi celui qui peut vraiment faire la différence à l'examen. C'est là qu'on sépare les bonnes copies des excellentes copies. Utiliser le bon terme pour la bonne situation quand un contrat se termine mal. Voici la question d'examen par excellence, le grand classique. Quelle est la différence entre la résiliation, qu'on a vue pour les CDI, et la résolution, qui est une sanction? Les deux mots sonnent la fin du contrat, c'est vrai, mais leurs causes et surtout leurs effets n'ont absolument rien à voir. Et comme si ce n'était pas assez piégeux, on va rajouter un troisième larron dans l'histoire, la nullité. Comment est-ce qu'on la distingue de la résolution? On a maintenant 3 termes, nullité, résolution, résiliation, qui annoncent la fin du contrat, mais chacun a sa propre histoire, sa propre cause et ses propres conséquences. Voici le tableau à avoir en tête. C'est l'anti-sèche parfaite. La nullité, sa cause, c'est un problème à la formation du contrat, des fois la naissance. La résolution, sa cause, c'est une inexécution grave pendant la vie du contrat. L'effet de ces deux-là est rétroactif. On appuie sur le bouton reset, on efface tout et on fait comme si le contrat n'avait jamais existé. Et enfin, la résiliation, on l'a vu, c'est une décision de mettre fin pour l'avenir seulement. Le passé, on n'y touche pas. Alors, si on revient à notre pauvre Colin, comment il fait concrètement pour mettre fin au contrat? Il y a des étapes à respecter. Étape 1, la mise en demeure. C'est un courrier formel au vendeur qui lui dit « Allez, je te donne un dernier délai raisonnable pour livrer ». Étape 2, l'inexécution persiste. Si après ce délai, il n'y a toujours rien, Colin peut passer à l'étape 3, la notification. Il informe le vendeur que, à cause de son manquement, le contrat est maintenant résolu. Donc, pour boucler notre cas pratique, le terme correct, le mot qui rapporte les points, c'est bien la résolution. Et comme son effet est rétroactif, les choses redeviennent simples. Le contrat est anéanti. Le vendeur doit rembourser intégralement Colin et tout le monde est libéré comme si cette vente n'avait jamais eu lieu. Et ce n'est pas tout. En plus de la résolution, est-ce que Colin pourrait demander des dommages et intérêts? La réponse est oui, mais à condition de prouver les 3 éléments du triptyque classique de la responsabilité. Il faut une faute, ici c'est facile, c'est la non-livraison, un dommage, le préjudice subi par Colin, et un lien de causalité directe entre cette faute et ce dommage. On termine avec cette question qui, au fond, résume toute la philosophie du droit des contrats. Est-ce que c'est une protection ou une prison? En fait, c'est un peu les deux. C'est une protection parce qu'il sécurise nos échanges, mais c'est aussi une prison parce que ça force nos lits. Tout l'enjeu, c'est de bien maîtriser les règles du jeu pour que le contrat reste toujours un outil au service de notre volonté. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Bon courage pour les révisions.